50 000 euros de dons en 2 semaines. Et bien voilà, grâce à vous, on y est arrivé. Tocsin vivra, Tocsin verra avec vous. Merci à tous, merci de nous avoir soutenus, merci pour tous ces dons. Merci pour tous ces dons en si peu de temps. Et voilà, vous êtes maintenant, vous faites partie des résistants du Tocsin et vous avez voulu qu'on aille plus loin. Et on va aller plus loin, évidemment. On va prolonger notre cagnotte Tipeee pour mettre en place cette newsletter, la newsletter du soir, Tocsin matin, Tocsin soir. 2 rendez-vous avec vous, le matin et le soir. On continue la résistance toute la journée. On va d'ailleurs mettre en place un groupe de résistance sur Telegram, si vous le voulez bien. Et puis évidemment, le magazine, La Trace écrite, puisqu'évidemment, la résistance se fait aussi par l'écrit, vous le savez bien. Voilà, si vous voulez bien continuer ces objectifs avec nous, on vous attend. Et encore merci évidemment à tous les soutiens de Tocsin, à tous ceux qui ont entendu l'appel du Tocsin et qui sont derrière nous maintenant pour cette belle aventure. Merci à vous. La matinale Tocsin, 8h-10h, à la volée. Et je suis très heureuse de recevoir Max Erwan Gastineau. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes diplômé en histoire, en relations internationales. Vous avez étudié au Canada, à la Trinité et Tobago. Vous avez travaillé en Chine, aux Nations Unies, à l'Assemblée nationale, puis dans le monde de l'énergie. Donc bref, vaste cursus. Et vous aviez déjà publié un ouvrage très intéressant, Le nouveau procès de l'Est, aux éditions du Cerf déjà. Et voilà donc votre deuxième ouvrage, L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation. Alors, en effet, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un livre qui est en plein dans l'actualité. On l'a vu, vous étiez déjà dans l'actualité avec ce qui se passait notamment sur la scène ukrainienne. Et puis alors là, avec l'éclatement de la guerre en Israël, encore plus, où finalement, on n'a plus bloc contre bloc et l'Occident vainqueur. L'Occident qui, peut-être borné par ses ornières, on va dire, ses valeurs universalistes, eh bien, ne se rend pas compte de ce qui se passe sur le reste de la planète. Et votre livre est pour ça très intéressant, parce que d'abord, vous retracez cette histoire, cette émergence multipolaire. Quand est-ce que ça a commencé? À quel moment nous nous sommes enfermés, aveuglés? Et vous apportez une réponse. Donc on va commencer peut-être par... Je ne sais pas si vous avez une réaction à chaud déjà sur les différentes scènes. On a vu l'Arménie, l'Ukraine avant et désormais ce qui se passe en Israël. Est-ce que pour vous, c'est justement la résultante aussi de cet aveuglement occidental? Alors, premier constat, en effet, nous vivons dans un monde conflictuel, mais j'ai envie de dire là, rien de nouveau sous le soleil. Moi, je dissocierais quand même les conflits type israélo-palestinien, dont on a l'habitude, du conflit russo-ukrainien, même si là aussi, il y a eu plusieurs épisodes. Tout le monde sait que la guerre n'a pas commencé en 2022. Pourquoi ? Parce que derrière l'agression russe de l'Ukraine, il n'y a pas simplement une volonté de conquête territoriale, contrairement à ce qu'on peut entendre, il y a aussi une contre-vision du monde, il y a la volonté de bouleverser l'ordre international, un ordre international qui a été longtemps, en effet, dominé par l'Occident, 400 ans de montée en puissance, puis de domination sans partage de l'Occident. Et là, aujourd'hui, depuis l'agression russe de l'Ukraine, il y avait eu un article très intéressant qui avait été publié par l'agence russe RIA Novosti, qui avait été traduit par la Fondapol, et puis qui avait été immédiatement retiré par les Russes, puisque cet article devait acter la prise de Kiev. Et en effet, cet assaut n'a pas réussi, mais dans cet article, la Russie révélait ses objectifs stratégiques qui étaient en fait d'acter définitivement, en effet, la fin de l'ère de la domination occidentale pour entrer dans un monde dans lequel les pays non occidentaux pourraient enfin, disait cet article, suivre leur propre voie. Oui, et on l'a entendu d'ailleurs même dans les discours de Vladimir Poutine pendant toute cette guerre, des discours qui parlaient de déclin de la civilisation occidentale. Voilà, donc en effet, on voit le positionnement russe, mais pas seulement. C'est aussi là, et vous le dites très bien dans votre livre, où il y a eu une erreur occidentale de penser que les Russes seraient isolés, et finalement moins que jamais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le vocabulaire nous trahit. On a commencé par parler de bloc. Justement, c'est intéressant puisqu'on a utilisé un vocabulaire de la guerre froide pour parler d'une époque qui n'aura échappé à personne, n'est plus celle de la guerre froide. On parlait du monde libre face au bloc des autoritaires lorsque, par exemple, Vladimir Poutine était reçu à Téhéran. Il y a certes des régimes autoritaires, il y a des régimes démocratiques, mais on voit bien qu'entre démocratie et régime autoritaire, il peut y avoir aussi des alliances.
Le Brésil est une démocratie et se rapproche depuis des années de la Chine pour, notamment, on le voit aujourd'hui, dédollariser le commerce international. Les États-Unis n'hésitent pas à se rapprocher du Parti communiste vietnamien pour contenir l'influence chinoise. Donc, il y a une vision des relations internationales au sein de l'Occident, mais je dirais surtout au sein de l'Europe, qui reste au fond figée dans une forme de binarité qui n'a plus lieu d'être. Et on le voit avec des pays aujourd'hui, notamment comme la Turquie, comme l'Inde, qui ont des visions stratégiques beaucoup plus souples et qui cherchent avant tout à maximiser leur intérêt national. Et pour écrire ce livre, j'ai rencontré tout un ensemble d'ambassadeurs que sans doute vos auditeurs connaissent bien. Et l'un d'eux me disait... Jean de Glignasti, pour ne pas le citer, qui a été ambassadeur à Moscou, au Sénégal, au Brésil, et qui me disait la seule valeur véritablement universelle aujourd'hui, c'est la notion d'intérêt national. Et c'est peut-être pas un hasard si nous avons quelques difficultés en Europe à entrer dans ce nouveau monde, ce monde désoccidentalisé, marqué par la montée en puissance des pays du Sud, puisque nous sommes le continent qui, au fond, s'est construit depuis plusieurs décennies contre l'idée même que les intérêts nationaux devaient in fine prévaloir, même si dans les faits, les États européens cherchent à défendre leurs intérêts, mais comme nous ne faisons plus de cette notion le centre névralgique de notre réflexion stratégique, nous avons un certain nombre de difficultés à, par moments, résister à l'emballement qui peut nous prendre lorsqu'il s'agit, par exemple, de défendre nos valeurs. On voit bien que nous avons agi sur la scène internationale depuis quelques années, sans même par moment, questionner quel était véritablement notre intérêt. Le paroxysme de cette vision consistant à agir au nom de nos valeurs sans véritablement questionner quel est l'intérêt des Européens a été justement l'intervention en Libye. Je crois que d'ailleurs la notion d'intérêt national mérite en tant que telle peut-être une définition assez claire et j'en propose dans mon livre. Et là, on va revenir évidemment sur cette notion de valeur usurpée, en tout cas transformée et qui, cette valise un peu vide, on va dire, qui a permis en effet le lancement de pas mal de guerres sur le terrain, notamment du Moyen-Orient, puisqu'on en parle en ce moment. Mais pas que. Et évidemment, l'influence américaine vis-à-vis des Européens. Donc, on va revenir là-dessus, c'est évidemment fondamental et c'est le cœur de votre sujet. Et c'est là où finalement vous finissez par conclure en disant il faut qu'on retrouve notre identité, qu'on sache qui nous sommes. Et donc vous faites ce plaidoyer pour un post-occidentalisme. Mais avant ça, oui, vous dites finalement les brèches commencent à se sentir. Alors vous refaites un peu un historique. En 93 d'abord, 1993, conférence mondiale sur les droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Puis ensuite les différentes guerres en effet qui ont continué, Irak, Libye, Syrie, qui ont continué de cristalliser ces tensions. Alors oui, 93, c'est fondamental. On a cru dans les années 90, tout le monde connaît ce discours, que le monde allait se convertir aux normes occidentales, les droits de l'homme, la démocratie, l'économie de marché. En fait, dès la chute du mur de Berlin, il y a un mouvement de désoccidentalisation qui s'enclenche. Le premier à en parler, c'est Samuel Huntington. En 1993... Qui écrit Le choc des civilisations. Qui écrit Le choc des civilisations, qui est publié aux États-Unis en 1996. Mais il y a eu un article qui a préfacé cet ouvrage qui est sorti dans la revue Foreign Affairs, qui a été, lui, publié en 1993. Et Samuel Huntington alerte l'Occident pour dire que nous faisons erreur si nous pensons que les autres vont finir par nous ressembler. Au contraire, l'essor du monde non occidental, l'essor politique lié à la décolonisation, l'essor économique, va entraîner chez ces pays une volonté de s'affirmer, de se démarquer. En plus de cette volonté de se démarquer, puisque ces derniers, désormais, ont des capacités économiques, politiques et militaires qu'ils n'avaient pas auparavant, va se produire un autre mouvement, qui est un mouvement de contestation des valeurs occidentales, ces dernières étant vues comme affaiblissant, comme étant vectrices d'affaiblissement de la cohésion intérieure des sociétés. Donc vous avez au fond, dès le début des années 90, une contestation de l'influence morale, intellectuelle et culturelle de l'Occident qui s'effectue à la fois sur le terrain économique et politique. Nous allons défendre nos intérêts, quoi qu'en pensent les Occidentaux, et nous allons défendre nos valeurs face à un libéralisme occidental accusé, encore une fois, d'affaiblir la cohésion intérieure des sociétés. Et ça, en effet, dès 1993, c'est très important. Vous avez, et Samuel Huntington en parle, et j'ouvre en effet mon livre sur cette anecdote, mais qui, pour moi, en fait, pose bien le cadre dans lequel nous continuons de vivre. En 1993, nous avons à Vienne, la première conférence internationale sur les droits de l'homme depuis la fin de la guerre froide. 171 pays sont réunis donc autour d'idéaux communs, mais 2 mois avant cette conférence à Vienne, les nations asiatiques, groupées derrière la Chine, le Vietnam, Singapour, se réunissent à Bangkok, publient la déclaration de Bangkok pour dire aux pays occidentaux
certes, nous tenons aux droits de l'homme, mais il faut toujours les resituer dans leurs contextes locaux et tenir compte des identités locales et nationales. C'est absolument fondamental. Ce qui est fondamental, et donc c'est une manière de dire, il y a des valeurs universelles, mais il y a aussi des valeurs locales qu'il faut tout autant respecter. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des États-Unis dès le début de la conférence de Vienne. Warren Christopher, le secrétaire d'État de l'administration Clinton, accuse ces pays de relativisme. Au fond, leur dit, vous voulez défendre votre identité nationale pour légitimer les régimes autoritaires que vous représentez. Ouais, alors sa formule est quand même assez géniale. Nous ne pouvons pas laisser le relativisme culturel devenir le dernier refuge de la répression. Voilà, c'est ça. Donc vous défendez vos valeurs parce qu'au fond, vous voulez tout simplement poursuivre la mise en place. Vous voulez préserver les régimes autoritaires que vous représentez. En fait, je crois que là, il y a une véritable difficulté. C'est-à-dire que nous avons nié d'entrée au monde non occidental son droit à la différence, son droit à l'identité culturelle, en quelque sorte. Et ça montre aussi un complexe de supériorité que nous avons et qui nous empêche, depuis le début, de comprendre et d'entendre ce qui est dit par ces autres pays. Alors, c'est révélateur d'un complexe de supériorité qui se retourne aujourd'hui contre nous, et je crois que c'est révélateur aussi d'un discours qui finit à l'arrivée par affaiblir aussi les nations occidentales. D'ailleurs, Huntington en parle aussi. Il dit, non seulement il faut avoir un rapport beaucoup plus curieux pour les autres nations qui n'ont pas la même culture et donc les mêmes représentations de la scène internationale notamment, mais il faut aussi davantage cultiver nos propres différences. Dès lors qu'on se pense comme étant titulaire de valeurs universelles, on peut avoir une certaine difficulté à défendre ce qui nous est singulier. Et ce qui nous est singulier, ce n'est pas simplement le fait de proclamer de grandes valeurs, c'est aussi être le produit d'une histoire et d'une géographie. Et lorsque vous oubliez que vous êtes avant tout le produit d'une histoire et d'une géographie, vous êtes très mal parti pour stratégiser, pour dessiner une doctrine géopolitique. Parce que la géopolitique, c'est par définition une stratégie qui, à partir d'un territoire concret, va promouvoir sur la scène internationale à partir des intérêts. d'un attachement historique et géographique. C'est d'ailleurs l'école de géopolitique, française. Voilà, c'est ça. C'est pas simplement la conscience d'être le produit d'un ancrage géohistorique, c'est également, évidemment, avoir un rapport intime et je dirais presque affectueux à l'égard de cet ancrage. Et ça, vous le retrouvez d'ailleurs très souvent dans tous les écrits des grands géostratèges américains, Brzezinski, Huntington et même Fukuyama, l'importance de cultiver le patriotisme, le sentiment national, si nous voulons continuer d'exister sur la scène internationale. Et ça, c'est absolument passionnant dans votre livre. On comprend bien finalement que ce tort que nous avons eu d'oublier notre identité nous porte tort sur la scène internationale, puisque finalement nous empêche de comprendre et d'entendre surtout, plus que de comprendre, d'entendre ce qui est dit par d'autres nations qui aujourd'hui s'élèvent et s'unissent contre nous, contre l'Occident finalement. Et puis une destruction de l'intérieur. Donc on a ces deux phases-là. Mais reprenons déjà on a dit la brèche 1993. On commence à sentir que ça, comment dire, justement cette multipolarité. Et vous dites ensuite le péché originel, la guerre en Irak. Oui. Pourquoi péché originel alors ? Le péché originel parce que pour l'ensemble du monde non occidental, ça a été la preuve que, au fond, l'Occident n'allait pas respecter les normes internationales qu'il érigeait en absolu. Rappelons-nous que les États-Unis sont intervenus en Irak sans mandat des Nations Unies. Et quand je dis l'ensemble du monde non occidental, ça a été très concret à l'époque, puisque c'est constitué après la guerre froide, ce qu'on a appelé le groupe des 77, qui réunit vraiment énormément de pays aux Nations Unies, asiatiques, sud-américains, africains, et qui ont dénoncé en 2005 le soi-disant, je cite, droit d'ingérence humanitaire qui, d'après ces pays, viole la charte des Nations Unies lorsque celle-ci rappelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et donc le principe de souveraineté. Et ça, c'est intéressant parce que 2003, l'intervention américaine en Irak reste dans les mémoires. Et vous le retrouvez aujourd'hui dans le vote aux Nations Unies par rapport au conflit russo-ukrainien, puisque la plupart des pays du monde ont approuvé le vote consistant à condamner l'invasion russe de l'Ukraine parce qu'elle viole la souveraineté d'un pays. Mais pas celle de sanctionner. Mais pas les sanctions, puisque là, vous remettez en cause potentiellement un certain nombre d'intérêts économiques nationaux. Et là, on retombe... Et là, on a environ un 80%, je crois que c'est 82%, qui refusent les sanctions contre les Russes. Et donc là, vous avez en effet, très concrètement sur la scène géopolitique, aujourd'hui, vous avez donc ces pays du Sud qui disent à l'Occident, nous n'allons pas vous suivre, nous allons défendre nos intérêts nationaux, car nous avons désormais non seulement les moyens de les défendre, mais la volonté. Alors, et dernière étape, on va dire, pour avancer, en avance rapide, vous dites que c'est la crise grecque et le rachat du port de Pirée par les Chinois qui est absolument fondamental aussi.
Disons que ça, c'est très symbolique, puisque la Grèce, berceau de la civilisation occidentale, devient le point d'arrivée des produits de la civilisation montante. Alors, il y a d'autres... les produits chinois entrent par d'autres biais, mais en effet, l'Union européenne entre en crise et le port du Pirée est racheté par les Chinois. C'est un événement parmi d'autres, mais qui, je crois, est assez symbolique du basculement qui a eu lieu sous nos yeux sans que nous nous rendions compte. Lorsqu'on prend le PIB des nations en parité du pouvoir d'achat, en PPA, vous avez tout un ensemble de pays non occidentaux qui aujourd'hui sont devant les pays occidentaux. Je ne parle pas de la démographie et puis même aujourd'hui des capacités militaires. Donc sur tout un ensemble d'indicateurs, le monde bascule et en effet cet exemple l'incarne, je dirais, en quelque sorte. Ouais, et puis alors on arrive donc à la scène ukrainienne où alors là c'est vraiment, je veux dire, le modèle total de ce que vous décrivez dans votre livre, c'est-à-dire le fait que nous ne puissions plus percevoir finalement d'autres discours par peut-être ce qu'on appellera justement cette opposition au relativisme culturel. Et donc on voit finalement que la Russie qu'on souhaitait isoler se retrouve plus que jamais, plus forte que jamais, et on a vu évidemment l'émergence des BRICS. Oui, tout à fait. Donc les BRICS qui émergent en 2011, enfin disons que c'était les BRICS et puis ça devient BRICS en 2011 avec l'arrivée officielle de. Oui, puis les nouveaux arrivants désormais. Les nouveaux arrivants désormais. Ça a été en effet notre grande surprise. Nous pensions encore justement isoler la Russie puisque nous pensions que le monde non occidental allait nous suivre. Nous n'avons pas suffisamment médité cette montée en puissance qui, dès la chute du mur, a commencé à se révéler. Donc en effet, les Russes sont beaucoup plus, je dirais, adapté au monde dans lequel... Pragmatique, en fait. Enfin, réel politique. La réelle politique, le réalisme. Prenons d'autres exemples. Les Indiens n'hésitent pas à se rapprocher des Occidentaux tout en commerçant avec la Russie. C'est le cas de la Turquie. Eh oui. Et on voit bien que dans ce monde très pragmatique, dans lequel je crois que les Américains vont très rapidement... s'adaptent d'ailleurs déjà très bien, on voit bien que les Européens sont en décalage, car nous tentons de concilier nos valeurs et nos intérêts, ce qui nous mène à refuser le gaz russe, mais à se lier avec l'Azerbaïdjan, par lequel transite au fond le gaz russe, ce qui mène à des incohérences. Et l'incohérence ne renforce pas la crédibilité. Tiré sur le Haut-Karabakh et donc les chrétiens d'Orient, et ça visiblement ça nous dérangeait moins. Enfin. Et là du coup en effet on voit une Europe beaucoup moins offensive sur l'Azerbaïdjan. Oui, alors justement allons-y. Maintenant on a vu un peu l'évolution et comment l'émergence de cette multipolarité et comment nous n'avons pas su réagir ou entendre ces messages. Désormais donc faisons le constat intérieur. Quelle est la faute? Vous séparez bien les Américains qui finalement jouent leur parti depuis le début, et puis les Européens qui sont à la traîne des Américains aujourd'hui, qui ont oublié qui ils étaient vraiment, et ils ont oublié de se distinguer des Américains. C'est aussi leur erreur depuis le début. Oui, tout à fait. On parle d'Occident, et en parlant d'Occident, on oublie de distinguer ces deux principales entités. Alors nous avons des points communs avec les Américains, ça ne sert à rien de le souligner, mais nous avons aussi des différences. Et tant que nous ne comprendrons pas ces différences, nous n'arriverons pas à exister en tant que tels. J'ai notamment discuté avec Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur de France à Washington. Pour lui, les choses sont très claires. Si les États-Unis n'avaient pas défendu l'Ukraine, n'avaient pas aidé l'Ukraine, les Européens n'auraient pas pu suivre. Donc nous n'aurions simplement fait que constater l'invasion russe de l'Ukraine. Donc ça montre bien que... Et d'ailleurs, si Donald Trump est élu en 2024, l'ensemble des spécialistes indiquent qu'il y a peu de chances de voir les États-Unis continuer d'aider l'Ukraine comme aujourd'hui. Donc on peut pas... les Européens ne peuvent pas, sur la scène internationale, être suspendus au sort d'élection d'un pays tiers, quand bien même serait-il allié, tous les 4 ans. Donc, nous devons nous affirmer, et pour nous affirmer, nous devons en effet nous reconnecter à nos spécificités, à notre histoire. Et je crois que les Européens ont tout simplement oublié les raisons qui ont fait que l'Europe a dominé le monde. Lorsque vous analysez, et notamment, je me base sur l'immense livre de David Landes, qui fait plus de 800 pages, qui était professeur émérite à Harvard, et qui a publié ce livre spécialiste de l'histoire économique européenne, et qui a publié un livre pour expliquer pourquoi l'Europe, il y a 400 ans, au XVIe, XVIIe siècle, a décollé, pendant que les autres pays
avec lesquels nous étions plus ou moins au même niveau, eux sont restés justement à un niveau plus bas. Et les raisons qui ont fait le décollage de l'Europe sont antérieures à la Renaissance. Il faut même remonter à l'époque médiévale pour observer les premiers effets d'une première révolution industrielle. Et lorsque vous étudiez qu'est-ce qui a rendu possible cette montée en puissance technologique qui remonte dès l'époque médiévale, vous tombez sur un ensemble de préconditions spirituelles et culturelles qui ont donné aux Européens ce goût de l'innovation, ce goût du progrès, que n'avaient peut-être pas, et n'avaient d'ailleurs sûrement pas, Lenders fait une analyse très comparative, les autres civilisations, et notamment la civilisation chinoise, qui était la seule à l'époque qui pouvait nous concurrencer. Peut-être pas revenir dans le détail sur toutes ces conditions culturelles et spirituelles qui ont rendu possible la domination de l'Europe, mais le christianisme, notamment, a joué un rôle absolument fondamental dans les valeurs de l'Europe, ça c'est assez banal de le dire, mais dans justement ce goût pour l'innovation, ce goût pour le progrès, cette volonté de maîtriser son environnement, ces choses-là sont largement issues des valeurs chrétiennes et donc de cette époque médiévale qui a rendu possible ensuite les ruptures technologiques de l'époque de la Renaissance, puis de la Révolution industrielle au XIXe siècle. Et je crois que c'est important pour l'Europe d'arriver de nouveau à se resituer dans le temps long et à comprendre qu'avant d'être la titulaire de valeurs qui ont pu apparaître universelles, elle est le produit d'un terreau géohistorique singulier. Oui, justement, vous marquez bien la différence entre cette identité, ce terreau, ces racines, on va dire, et ces valeurs, entre guillemets, qui sont arrivées plus tard et qui nous viennent d'ailleurs pour beaucoup des Américains, des droits de l'homme, voilà, comme vous l'avez dit. Et finalement, c'est aussi ce passage de l'un à l'autre qui fait qu'on a peu à peu oublié qui on était et on a fini par intervenir ou par suivre les Américains sur des mots valises qui n'étaient même pas nos racines ou originelles, on va dire. Disons que alors ça vient quand même beaucoup aussi de l'histoire européenne, du fait de notre domination économique et politique. Nous avions cru que nous étions en avance sur les autres civilisations et que donc notre devoir, en quelque sorte, et ça c'est évidemment la colonisation notamment, était voilà, d'aider les autres peuples à se développer tels que nous l'étions. Les peuples qui n'étaient pas encore assez avancés, de les aider à atteindre le stade du progrès. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes sortis de l'idée que nous pouvions apporter les lumières de la civilisation aux peuples sevrés d'obscurantisme, mais nous continuons quand même de nous penser comme étant une forme d'avant-garde. Il y a un terme que l'on emploie beaucoup pour essayer de nous définir par rapport aux autres, c'est la notion d'ouverture. Nous nous sommes ouverts, ils seraient fermés, repliés sur leurs racines, leurs traditions. En fait, l'Europe n'est pas ouverte, elle ouvre les autres. Elle va ouvrir en délivrant ses lumières. Et si nous nous pensons qu'en termes d'ouverture, qu'est-ce que nous sommes, nous, spécifiquement ? Et je crois qu'à force d'oublier ce que nous sommes spécifiquement, nous avons oublié peut-être de nous défendre au profit de normes internationales qui aujourd'hui sont largement contestées. Donc, là, on rejoint d'ailleurs un petit peu votre premier livre sur l'Europe de l'Est, où on voit cette Europe, dite Europe de Bruxelles, Commission européenne, CEDH, etc., qui vont accuser les pays d'Europe de l'Est justement d'être trop fermés sur eux-mêmes, parce que défense de l'ethnos, défense d'une forme de civilisation et peut-être fermeture à une immigration sans fin. Enfin voilà. Et donc ça, c'est reproché par la morale, la nouvelle morale européenne contre ses propres pays européens. Oui, c'est après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a dû essayer de se reconstruire à partir de nouvelles valeurs. Elle a accusé les frontières, le souverainisme, le nationalisme d'être la responsable de la catastrophe. Et donc du coup, elle a voulu incarner un nouveau modèle sans frontières, sans autorité publique et politique affirmée, fonctionnant d'abord sur la base du droit et de procédures. Et en effet, vous avez des pays d'Europe centrale qui, eux, au XXe siècle, même avant, ont été sous la tutelle d'empires et se sont battus pour restaurer leur autorité politique, leur souveraineté, leur identité, et qui donc n'ont pas envie de se laisser embarquer dans ce nouveau modèle qui n'en est d'ailleurs pas un. Et donc, en effet, je crois qu'il est assez caractéristique de voir l'Europe attaquer très régulièrement ces pays comme si elle n'avait pas compris que nous vivions désormais dans un monde dans lequel en effet les notions d'intérêt national, de frontières et de souveraineté étaient plus que jamais à l'ordre du jour. C'est presque une schizophrénie européenne en fait, d'attaquer ses propres racines. Et c'est pour ça que je dis que l'Europe est l'homme malade du Nouveau Monde, c'est parce que en effet
elle a grandi en s'opposant à toutes les notions qui sont aujourd'hui fondamentales et qui le sont redevenues notamment en Hongrie et en Pologne. Je pense que ce n'est pas un hasard si la Pologne est aujourd'hui au front concernant le conflit russo-ukrainien. Elle a un passif avec la Russie et des frontières communes. Donc, mais elle a surtout gardé une identité, une conscience historique qui font que elle est beaucoup plus prompte qu'un certain nombre de pays d'Europe occidentale à sentir son intérêt et à mettre en place une volonté, une stratégie politique qui va immédiatement correspondre à cette définition assez immédiate de ce qu'est l'intérêt national polonais. Alors, on va arriver évidemment à votre plaidoyer pour un post-occidentalisme, mais juste avant, puisque vous parliez de cette volonté d'ouvrir les frontières, de pays d'ouverture, et autant au niveau moral que physique, avec maintenant l'ouverture un maximum des frontières, des douanes, etc. Ça, c'est aussi très très poussé par certaines institutions. Vous citez George Soros, notamment. On a comme ça des associations, des institutions, notamment qui nous viennent des États-Unis, qui pousse toujours plus vers cette ouverture d'esprit et de frontières. Oui, tout à fait. Enfin, on poursuit le schéma qui a été notamment engagé au XIXe siècle avec la colonisation, c'est-à-dire que nous cherchons à ouvrir des peuples qui ne seraient pas encore suffisamment ouverts. Alors, à une époque, c'était en les colonisant. Désormais, en effet, ça passe plutôt par le soft power, par un certain nombre de fondations, d'ONG, où nous voulons, au fond, les libéraliser pour qu'ils correspondent davantage au canon de notre propre modèle. Je crois que là, moi, l'auteur que je cite en référence beaucoup dans mon ouvrage, et comme dans le précédent ailleurs, c'est Raymond Aron, qui, dès la fin des années 70, mettait en garde les Européens contre un libéralisme qui oublierait que nous sommes avant tout le produit de vieilles nations. Et on retrouve ça d'ailleurs dans le dernier Fukuyama, qui a sorti un livre en début d'année, qui accepte, contrairement à ce que j'ai pu lire d'ailleurs, une critique, une certaine critique est mise à l'encontre d'un certain libéralisme culturel qui, au prétexte de défendre les droits et les libertés de l'individu, oublie aussi le cadre collectif dans lequel nous vivons. La démocratie suppose en effet un état de droit et la défense des droits et des libertés individuelles, mais elle suppose aussi un sentiment d'appartenance à une nation. Et cette nation, elle doit être avant tout aussi définie d'un point de vue culturel. C'est ce que vous dites d'ailleurs sur l'Occident. À un moment donné, vous donnez la définition et vous dites l'Occident est passé de l'alliance du peuple et du politique au nom de l'autonomie collective à l'alliance des individus et du droit au nom de l'autonomie personnelle. Voilà le glissement de l'Occident aujourd'hui. Alors, quel est ce plaidoyer pour un post-occidentalisme que vous proposez finalement en conclusion après avoir fait le bilan, on va dire, de la décadence occidentale? Alors, c'est un post-occidentisme. Occidentisme, pardon. Voilà, non mais en effet... voilà. Il y a une nuance, alors voilà, vous allez nous l'expliquer. Pourquoi je parle de post-occidentisme? Parce que vous avez en effet le caricaturiste anti-stalinien Zinoviev qui parlait d'occidentisme. Il utilise ce terme dans les années 90 et l'occidentisme, j'ai ouvert mon livre parce que je voudrais le citer correctement, désigne le modèle social des pays occidentaux, ce qui leur est commun et se reflète dans l'utilisation abstraite du mot Occident. Au fond, l'occidentisme, c'est ce discours que nous avons tenu notamment à partir des années 90 et qui visait à étendre notre modèle. Quand je plaide pour un post-occidentisme, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que nous sortions en effet définitivement de ce discours sur lequel l'Occident serait à l'avant-garde du genre humain et à travers un double aspect, en réapprenant aux Européens les différences qui les distinguent des États-Unis. L'utilisation abstraite du mot géopolitique Occident nous enferme dans un bloc occidental dominé par les États-Unis. Et là, je crois que Emmanuel Macron avait raison de souligner à son retour de Chine que les Européens devaient avoir leur propre agenda. Et pour avoir notre propre agenda... Il a parfois raison, une fois sur deux. Il a parfois raison. Là, il poursuit une sorte de tradition un petit peu gaulène sur les relations internationales, même si la France a une capacité d'agir beaucoup plus faible qu'à l'époque. En tout cas, dans le discours, on voit bien qu'il y a une volonté de faire en sorte que l'Europe ne soit pas simplement un bout des États-Unis sur la scène géopolitique. Et puis, l'autre aspect, c'est que je crois que nous devons avoir une vision des relations internationales beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus souple. Nous devons être capables de parler à des pays qui ne nous ressemblent pas. Quelle est notre vision de l'Amérique latine? Par exemple, aujourd'hui, la France a eu un prestige en Amérique latine, a eu des liens très forts. Aujourd'hui, notre dernier fait d'armes a été de soutenir le candidat
vénézuélien qui était soutenu par la CIA, nous n'avons plus véritablement de doctrine géopolitique en Amérique latine. Troisième, la lincolnienne, finalement, ce que vous expliquez. Tout à fait, la lincolnienne. Et d'ailleurs, je crois qu'en 2003, lorsque nous avons refusé de soutenir les Américains, au fond, nous étions déjà en avance. Il y avait déjà chez Dominique de Villepin l'idée que nous rentrions dans un monde, comme dit Zakaria, post-américain, désoccidentalisé. Et donc, il ne fallait pas simplement s'opposer aux États-Unis parce que l'intervention irakienne était fondée sur des mensonges. Il fallait aussi s'y opposer parce que cette intervention n'allait pas être comprise par un Sud qui était en train de s'affirmer. Qui n'était pas dans les intérêts des Français. Qui n'était pas dans les intérêts des Français et d'une France qui a un autre son de cloche à faire entendre, y compris au sein de l'Union européenne. Et c'est là où je m'inquiète aussi de la volonté du gouvernement français qui est complètement incohérent avec la volonté justement de nous affirmer, de mettre fin au vote à la majorité sur les questions de politique étrangère au sein de l'unanimité, mettre fin au processus d'unanimité dans le vote au sein de l'Union européenne sur les questions de politique étrangère. C'est-à-dire que la volonté de la France et de l'Allemagne est que désormais des décisions en termes de politique étrangère puissent être prises à la majorité. Il y a peu de chances, si ce principe avait été mis en place en 2003, la France aurait été minoritaire et donc nous aurions dû suivre nos partenaires européens dans l'aventurisme américain en Irak. Donc on voit les dangers en effet. Merci beaucoup en tout cas Max Erwan Gastineau pour ce livre fondamental et qui apporte des clés. Enfin, on dit souvent qu'on critique mais qu'on n'apporte pas de clés. Ben voilà une face à la désoccidentalisation. C'est l'ère de l'affirmation. Merci encore Max Erwan Gastineau, un livre à retrouver aux éditions du Cerf.